Alors bonjour, Guillaume Brachet. Bienvenue sur cette première partie qui donc va être la partie des généralités sur les anticorps monoclonaux. Donc pour commencer, une présentation de la nature biochimique des anticorps monoclonaux. Un anticorps, donc on appelle ça plus précisément une immunoglobuline d'un point de vue chimique. Et un anticorps ou une immunoglobuline, c'est une glycoprotéine qui va donc contenir des parties protéiques. Là, on voit par exemple ici sous la loupe l'enchaînement des résidus d'acides aminés avec ce code à une lettre qui correspondent à des chaînes légères d'anticorps qui sont sur le marché. Ces anticorps, structurellement, ils sont constitués de deux types de chaînes, les chaînes lourdes en bleu foncé ici et les chaînes légères qui sont adjointes en bleu ici. Il y a deux chaînes lourdes et deux chaînes légères par anticorps. Et outre cette partie protéique, l'anticorps est une glycoprotéine et contient donc des glycanes de type N-glycane, N pour dire qu'ils sont couplés sur une asparagine, donc qui est un résidu d'acide aminé qui a une fonction amine. Et donc des glycanes qui sont, là on voit des petits ronds verts, des petits carrés bleus et des petits ronds jaunes. Donc il s'agit de sucre, un carré, une unité étant un sucre. Et donc ces glycanes sont des polymères de sucre. Ils sont couplés sur l'asparagine 297, ça c'est une constante, qui se situe dans le bas de l'anticorps, qu'on appellera plus tard le FC. Ici on voit une structure tridimensionnelle d'anticorps, avec les chaînes lourdes comme ceci, et les chaînes légères ici. Et entre les chaînes lourdes, donc le bas des chaînes lourdes de l'anticorps, on voit cette structure en boule qui correspond au N-glycane. En plus donc de ces parties protéiques et de ces parties sucrées, on a d'autres types de liaisons que la liaison osidique ou la liaison peptidique. On a des liaisons qu'on appelle disulfures. On en a 4 qui sont intercaténaires, c'est-à-dire entre les différents brins, donc entre chaînes lourdes et chaînes légères ici et là, et entre les chaînes lourdes ici et là, et des ponts disulfures que l'on appelle intracaténaires, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même brin, qui font des repliements les boucles comme ça, les domaines immunoglobulines. Et donc on voit ces ponts disulfures là qui servent à maintenir la structure. On va aussi décrire l'anticorps en fonction d'une dualité qui n'est plus de nature protéique mais de nature fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va plus être dans l'opposition entre la chaîne lourde et la chaîne légère, mais on va faire la distinction entre la partie du haut et la partie du bas. Cette partie du bas s'appelant fragment cristallisable ou FC, et la partie du haut s'appelle fragment antigen binding pour partie qui lie l'antigène étant la cible de l'anticorps, donc le FAB et le FC. L'origine du A, du B et du C, c'était pas du tout antigen binding et cristallisable initialement, c'était une description biochimique. Les anticorps ont été identifiés il y a extrêmement longtemps avec des techniques de biochimie qui étaient très rudimentaires. Et en fait, le A, le B et le C, c'était simplement les trois parties de l'anticorps qui faisaient la même taille et qu'on était capable de cliver grâce à des enzymes. Et on s'est rendu compte que le A, donc par exemple ce bras-ci, c'était la même chose que le B, puisque l'anticorps il a donc deux FAB qui sont identiques, et que ces deux parties étaient distinctes de la partie qu'on appelait C. Donc FABC avec A égale à B. Une autre représentation de ces domaines immunoglobuliniques où on voit bien les structures secondaires, c'est-à-dire les hélices alpha et puis les brins bêta qui sont arrangés de façon antiparallèle et qui constituent ces domaines immunoglobuliniques qu'on va détailler un petit peu. Les chaînes légères, par exemple, sont formées de deux domaines immunoglobuliniques que l'on appelle VL et CL. VL, c'est pour variable light, pour domaine variable de la chaîne légère, et CL, c'est pour constant light, constant, domaine constant de la chaîne légère. Les chaînes légères donc sont impliquées dans un pont disulfure qui les relie à la chaîne lourde.
Et d'un point de vue séquence, il y a deux types de chaînes légères qu'on appelle kappa et lambda. Ça n'aura pas d'importance pour la suite du cours. Les chaînes lourdes, en revanche, ont différents sous-types qui seront plus importants. Je vais commencer par redétailler simplement le nom des domaines immunoglobuliniques qui les composent. Le domaine variable H pour heavy en anglais. Le domaine constant heavy 1, constant heavy 2 et constant heavy 3, sachant qu'il y a des immunoglobulines qui en possèdent un quatrième derrière le CH3. Enfin, qui est en fait pas exactement derrière le CH3, il est entre la charnière et le CH2, mais ça bon, c'est pareil, c'est des finesses, ça a peu d'importance. Les domaines lourds, donc les chaînes lourdes, sont impliquées dans deux types de liaisons disulfure. Il y a des ponts disulfures qui sont entre les chaînes lourdes, il y en a deux, et il y a un troisième pont disulfure interchaîne, j'ai oublié de le noter là, qui est avec la chaîne légère, mais on venait de le décrire avant. En termes de séquence, il y a donc 5 types de chaînes lourdes qui sont alpha, delta, mu, epsilon et gamma, correspondant aux lettres grecques pour les lettres A, D, M et E et G, sachant qu'il y a encore des sous-classes parmi ces isotypes. Les IgA ont décrit les IgA1 et les IgA2 et elles sont codées génétiquement par un domaine alpha 1 et un domaine alpha 2, donc c'est génétiquement différent. Et les immunoglobulines de type G, il y en a 4 sortes, les G1, 2, 3 et 4. Le nombre de domaines constants, je vous le disais, est différent en fonction de ces familles, et leurs fonctions biologiques sont différentes également. Ce cours traite principalement des anticorps monoclonaux qui sont utilisés en thérapeutique ou en diagnostic, et ces anticorps sont majoritairement de type IgG, anticorps thérapeutiques IgG. Il y a des anticorps en développement d'autres familles, mais qui posent un certain nombre de défis qu'il faudra relever avant d'espérer les voir sur le marché, mais ils ne sont pas inintéressants de par leur fonction, c'est vraiment des problématiques de bioproduction et puis de challenge. En parlant de ces fonctions effectrices, donc les anticorps thérapeutiques et les monoclonal antibodies, je vais appeler ça MABs pour monoclonal antibodies, anticorps monoclonaux, on en décrit plusieurs. La première étant la neutralisation, c'est-à-dire le simple fait pour l'anticorps de s'accrocher à sa cible avec une très forte affinité, qui peut amener à neutraliser cette cible, l'empêcher d'aller exercer son action, par exemple en se liant à son récepteur membranaire. Je vais faire une petite vérification. Voilà. La seconde fonction, c'est l'antagonisme. Là, on va empêcher une interaction, encore une fois, entre un récepteur membranaire et un ligand. Ce ligand peut être membranaire ou soluble, et on vient bloquer le récepteur pour antagoniser cette liaison, et donc empêcher la fonction qui est associée. Ensuite, la cytolyse, donc c'est-à-dire le fait de détruire, lyse, une cellule, cyto. Donc cette cytolyse peut passer par des fonctions effectrices, c'est-à-dire des fonctions qui sont recrutées par le Fc de l'anticorps, comme la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps et la phagocytose qu'on va redétailler. La cytotoxicité dépendante du complément, qui implique plein d'anticorps qui sont fixés avec une concentration suffisante à la surface d'une membrane, ce qui va permettre à cette protéine qui s'appelle le C1q de venir se lier dessus et initier la cascade d'activation du complément, qu'on reverra un tout petit peu tout à l'heure. Et puis, une fonction un peu originale, puisqu'elle est indépendante du Fc de l'anticorps, c'est la transduction de signal d'apoptose. Et par exemple, le rituximab, qui est un anticorps de type IgG1 dirigé contre la protéine CD20, induit de l'apoptose par le fait de ponter comme ça deux récepteurs de type CD20 qui, en se rapprochant, vont transduire un signal d'apoptose en direction de la cellule qui va donc entrer dans ce processus de suicide cellulaire en fait. Une autre façon de faire de la cytolyse, là on sort de la case des anticorps nus et on passe à ce qu'on appelle les immunoconjugués, c'est-à-dire des anticorps sur lesquels on a adjoint une molécule de nature différente. Ça peut être une molécule radioactive, ça peut être un cytotoxique, c'est-à-dire un poison de type chimiothérapie. Et l'anticorps, dans ce cas-là, va servir de vecteur, c'est-à-dire que l'anticorps va servir à emmener cette molécule de radiothérapie ou cette molécule de chimiothérapie sur la cellule cible
Là, c'est pareil, on parle de cellules tumorales ici, mais en pratique, ça peut être en fonction de ce qu'on va adjoindre sur l'anticorps. On peut imaginer une cellule infectée par un virus, une bactérie, on peut imaginer directement une bactérie. Donc après, la limite, c'est vraiment, là, on parlait de molécules chimiques ou de radioisotopes parce que les applications à l'heure actuelle sont principalement des applications dans le domaine de la cancérologie. De façon similaire, les anticorps bispécifiques vont servir à rapprocher deux cellules, à forcer le rapprochement entre deux cellules. Donc c'est-à-dire que là, on va avoir une affinité pour un antigène donné et que de façon originale, là c'est représenté avec un code couleur différent, les deux autres domaines ont une spécificité différente. Alors ça c'est un petit peu compliqué à faire, il y a plein de technologies pour essayer de faire ça bien. Donc on a des spécificités différentes pour les deux bras, ce qui n'est pas le cas en théorie pour des immunoglobulines, qui va servir à aller chercher une cellule malade d'un côté, rapprocher une cellule du système immunitaire de l'autre, pour que la cellule du système immunitaire dirige son action contre la cellule malade et la tue. De façon similaire aux immunoconjugués, on a mis une cellule tumorale ici. On peut imaginer une cellule du système immunitaire d'un côté et une cellule qui serve à l'inactiver de l'autre quand on veut par exemple empêcher une réaction du système immunitaire contre un greffon ou contre une cellule autologue, c'est-à-dire une cellule du soi dans le cas des maladies auto-immunes. Les FAB, donc la deuxième partie fonctionnellement différente du FC, c'est la partie qui va reconnaître l'antigène. Donc le A, le B, on en parlait tout à l'heure, les définitions biochimiques, ici, le A et le B étaient scindés par la papaïne, et en fait, le clivage par la pepsine, qui est une autre enzyme, donnait un seul autre fragment qu'on appelait AB'2, qui correspond donc à uniquement cette partie de l'anticorps qui va reconnaître l'antigène avec ses deux bras. Le FV, si on veut descendre un peu dans le détail, c'est cette partie fonctionnelle de l'anticorps qui correspond uniquement aux chaînes variables, c'est-à-dire aux chaînes qui portent la spécificité de l'anticorps vis-à-vis de son antigène. Et cette spécificité, de façon encore plus étroite et plus fine que le domaine immunoglobulinique, elle est portée par des régions qu'on appelle Complementarity Determining Regions ou régions déterminant la complémentarité, qui sont posées sur des frameworks, des régions charpentes, qui servent à structurer, à les porter pour les conformer dans le bon sens pour qu'elles reconnaissent leur cible. Ces CDR, donc ces Complementarity Determining Regions, sont aussi ce qu'on appelle les régions hypervariables, c'est-à-dire celles qui ont le plus de possibilités de mutation, et c'est bien normal puisque c'est celles qui reconnaissent la cible, et il faut donc qu'elles puissent être extrêmement variables pour un individu. J'ai noté en bas de la diapo, les CDR sont les doigts de l'anticorps, dans la mesure où si un anticorps, on imagine ça comme une structure avec deux bras et une paire de jambes en bas, les mains, donc ce seraient les FV, et donc un anticorps aurait donc 12 doigts, c'est-à-dire 6 par main. Les CDR contiennent la partie qui est directement au contact de l'épitope, donc directement au contact de la zone cible sur l'antigène, et cette partie au contact de l'épitope, on l'appelle le paratope, par opposition à épitope. Là, vous avez une représentation de épitope et paratope avec une interface entre l'épitope, donc sur l'antigène ici, et le paratope, c'est-à-dire les doigts de l'anticorps de l'autre côté, qui vient avec cette zone de contact extrêmement étroite et extrêmement complémentaire, autant d'un point de vue surface que d'un point de vue physico-chimique. Je veux dire par là les zones hydrophobes, les zones chargées par exemple. Et là, une représentation dans ce qu'on appelle un collier de perles des CDR. Vous avez donc ici un fragment variable, un FV, avec le CDR1 qui est ici, le CDR2 qui est ici, et plus loin le CDR3 qui est en vert sombre ici. CDR1, 2 et 3, et puis la charpente qui est donc la paume de la main qui sert à conformer les doigts correctement. Pour l'analogie avec la main, les CDR ce seraient donc les doigts, et le paratope ce serait la partie de la pulpe du doigt qui est au contact de la paume. Entre le FAB et le FC, il y a une zone qu'on appelle la charnière, qui est cette zone qui n'est pas un domaine immunoglobulinique et qui comporte les deux ponts disulfures.
enfin 2 pour les IgG1, mais elle peut comporter jusqu'à 10 pondisulfures pour d'autres sous-types d'anticorps. Elle relie le FAB au FC et surtout elle permet une grande souplesse du FAB sur le FC qui est absolument primordiale pour les fonctions effectrices. Et puis derrière on a donc ce FC qui porte l'asparagine 297 et le sucre, ce qui est extrêmement important aussi pour les fonctions effectrices, on le verra tout à l'heure. A noter, ce FC n'est pas un effecteur, il ne porte pas lui-même de fonction effectrice, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'activité enzymatique. Il est un recruteur, c'est-à-dire que c'est une partie constante qui va être reconnue par des récepteurs ou d'autres systèmes protéiques qui vont s'appuyer sur la présence de ce FC pour se dire qu'il faut aller dégrader la cible. Parmi les fonctions qui sont portées par le FC, au travers de la reconnaissance par ce qu'on appelle les FC gamma récepteurs, pour récepteurs au FC de type gamma, donc à la chaîne lourde gamma, on a la fonction qu'on appelle cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, là le sigle est en anglais, Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, qui va être une fonction d'induction de l'apoptose par des lymphocytes T ou des cellules NK, qui lorsqu'elles vont reconnaître l'anticorps ou du moins son FC à la surface d'une cellule, vont relarguer le contenu de vésicules. Le contenu de ces vésicules contient notamment de la perforine et du granzyme D, qui vont à la fois donner une perméabilité à la surface cellulaire pour faire rentrer le composant des granules, faire des pores à la surface de la cellule, envoyer le granzyme D et puis d'autres systèmes enzymatiques qui ont pour finalité de dégrader le contenu intracellulaire, et puis faire entrer la cellule en apoptose, c'est-à-dire lui faire emballer son contenu dans des morceaux de vésicules. Et donc c'est une des deux façons pour la cellule de mourir avec la nécrose. La nécrose étant classiquement décrite comme une mort sale, puisque c'est un éclatement de la cellule, alors que l'apoptose est décrit parfois comme une mort propre et programmée, dans la mesure où le contenu des vésicules ne va pas provoquer d'inflammation dans l'environnement immédiat. Une autre fonction effectrice portée par le FC va être l'ADCP, la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps, Antibody Dependent Cell Phagocytosis, au cours duquel le FC va être reconnu non plus par le FC gamma R3A comme sur l'autre, mais un autre récepteur du FC qui s'appelle FC gamma R1 notamment, mais FC gamma R3A aussi, porté par une cellule phagocytaire, on peut imaginer par exemple un macrophage ou un polynucléaire neutrophile, qui va au contact de ce FC faire émettre des pseudopodes et commencer à endocyter la cellule malade ou la particule qui a été reconnue par l'anticorps. Ça va se poursuivre à l'intérieur de la cellule dans un phagosome avec une fusion avec des lysosomes, ce qui va provoquer la formation d'un phagolysosome, et puis la dégradation, la digestion du microbe ou de la particule qui a été internalisée. Une autre fonction effectrice portée par le FC, c'est la CDC pour Complement Dependent Cytotoxicity ou cytotoxicité dépendante du complément, au cours de laquelle, alors là c'est mal représenté parce que je n'ai mis qu'un anticorps, mais il faut imaginer une forte concentration d'anticorps puisqu'il faut qu'il y ait beaucoup de FC pour arriver à recruter la protéine C1q, dans la mesure où chaque tête globulaire du C1q reconnaît un domaine d'anticorps, un domaine de FC, et que l'affinité est mauvaise, c'est-à-dire que l'affinité, la constante de dissociation est à peu près égale à 10-3, et en fait c'est relativement modeste puisque c'est 1 million de fois moins important que l'affinité de l'anticorps pour sa cible, d'un bon anticorps pour une cible, et donc il faut une grande concentration d'anticorps pour arriver à stabiliser ces têtes globulaires et déclencher la cascade d'activation du complément. Là, on est très en aval de la fixation de C1, on est déjà sur la fin de l'activation du complément, ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Et ce complexe d'attaque membranaire, il est initié par C5, C6 et C7, qui sont donc avec le C caractéristique des protéines du complément, qui viennent s'enchasser dans la membrane, recruter C8 qui va perforer la membrane et C9 qui va polymériser comme ça en un canal. Ces petits canaux qu'on voit ici sur le schéma en bas à gauche,
qui vont être des zones de communication larges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. On voit ici une coupe latérale, et qui vont, comme le contenu intracellulaire est plus concentré que le contenu extracellulaire, faire rentrer de l'eau jusqu'à l'éclatement de la cellule, ou de la bactérie, ou de la particule, peu importe. On va passer là-dessus. Simplement, donc cette diapo de bilan avec les Fc gamma récepteurs, qui sont donc les interactants avec le Fc, la protéine C1q et à travers C1q le système du complément, et puis ce système de recyclage et puis de fonction immunologique qui s'appelle FcRn pour récepteur néonatal au Fc des immunoglobulines de type G, qui va être notamment le récepteur qui va médier la demi-vie importante des anticorps. L'affinité des anticorps pour ces différents récepteurs et le profil d'expression de ces récepteurs sur les cellules vont conférer à un anticorps des fonctions différentes en fonction du type cellulaire considéré. Là, dans le tableau, vous avez des petits C et des petits I. Donc C, c'est pour expression constitutive et I pour expression inductible. Un type cellulaire va avoir des fonctions immunologiques qui vont dépendre notamment du type de Fc gamma récepteurs qui sont exposés à leur surface. Je vais donner un exemple. Le plasmocyte il est ici. Le plasmocyte, il a des récepteurs à sa surface, des récepteurs de type Fc gamma récepteur inhibiteur. Et ça va faire que quand le plasmocyte, c'est la cellule qui va être issue du lymphocyte B et qui fabrique plein d'immunoglobulines dans son environnement. Et quand il y a beaucoup d'immunoglobulines qui ont effectivement trouvé leur cible, elles ont fait ce qu'on appelle des complexes immuns, donc c'est-à-dire des couples entre anticorps et cibles. Et quand il y a beaucoup de complexes immuns qui se promènent, ils vont venir se fixer sur les récepteurs inhibiteurs du plasmocyte et le faire entrer en apoptose. Donc c'est un système de régulation, d'homéostasie, qui va permettre de réguler le nombre de cellules fabriquant des immunoglobulines quand il y en a déjà beaucoup dans la circulation. Tout ça afin d'éviter un emballement du système immunitaire qui aurait des conséquences délétères. Le récepteur néonatal aux immunoglobulines de type G, donc c'est un récepteur qui va venir reconnaître les immunoglobulines, les accrocher lorsque le pH s'acidifie. Il est dans les cellules et il est présent à peu près partout. On dit qu'il a une distribution à peu près ubiquitaire. C'est pas tout à fait juste, mais globalement, il est présent à peu près partout dans l'organisme, en tout cas à l'échelle macroscopique. Une erreur de nomenclature, il s'appelle néonatal comme si c'était une propriété du nouveau-né. Et vous voyez en bas que j'ai marqué qu'il est présent toute la vie. Donc ça, c'est une incorrection qui vient du fait qu'il a été découvert chez les nouveau-nés d'animaux de laboratoire, en l'occurrence des rats. Et en fait, il n'est pas du tout inféodé à la classe d'âge périnatale, il est bien présent toute la vie dans l'organisme. Et c'est extrêmement important. Donc l'anticorps, vous le voyez là, se fixe sur ce récepteur avec la tête en bas et contrainte contre la membrane. Ce qui a deux conséquences. La première, c'est l'importance de la souplesse de la charnière, puisque si la charnière n'est pas souple, l'anticorps ne va pas être capable d'aller s'aplatir contre la membrane, donc va mal se fixer et donc va être dégradé au lieu d'être recyclé. On verra un schéma juste après. Et la seconde, c'est que seuls les anticorps qui ne sont pas trop encombrés ici peuvent se lier au FcRn, et ça veut dire que ce récepteur est capable notamment de faire la distinction entre des anticorps et des complexes immuns, puisque le complexe immun va avoir sa cible antigénique d'accrocher et ne va pas être capable comme ça d'aller s'aplatir contre la membrane. Et la conséquence, c'est qu'il va être dégradé. En effet, le FcRn est intracellulaire donc, et sert notamment à recycler les immunoglobulines qui s'égarent dans le contenu de ces vacuoles à dendrocytose. Donc là, vous avez une cellule endothéliale, c'est-à-dire une cellule qui tapisse l'intérieur de la lumière vasculaire. Et cette cellule fait un phénomène qu'on appelle la pinocytose de la phase fluide. C'est-à-dire pinocytose, pino c'est petit, cytose c'est le fait d'englober dans la cellule comme ça, donc de la pinocytose, c'est-à-dire qu'elle va englober du contenu extracellulaire mais de petite taille. Et la phase fluide, c'est bien sûr le plasma qu'il y a ici dans la lumière vasculaire. Donc cette cellule fait de la pinocytose de la phase fluide, elle va internaliser du contenu extracellulaire dans lequel il va y avoir forcément déjà des anticorps et puis de l'albumine,
puisque les anticorps et l'albumine constituent le contingent majoritaire des protéines du plasma. Les immunoglobulines de type G, c'est à peu près 15 grammes par litre, et l'albumine, c'est une cinquantaine de grammes par litre. Donc c'est de gros contingents protéiques qui constituent une dépense énergétique importante à fabriquer. Et ce FcRn, c'est un système d'économie d'énergie qui va empêcher que l'anticorps, quand il est internalisé, ne parte à la dégradation, là dans la vacuole lysosomiale. À la place, l'anticorps va se lier au FcRn au moment de l'acidification de l'endosome, puis partir vers des circuits de recyclage, être ramené à la surface où le pH neutre de la lumière vasculaire va permettre la libération de l'anticorps dans le milieu extracellulaire. A l'inverse, un anticorps qui serait incapable de se lier au FcRn, par exemple un immun complexe ou un anticorps très rigide, ne pourrait pas utiliser ce système de recyclage et serait emmené vers les vacuoles de dégradation et donc éliminé. L'affinité des immunoglobulines de type G pour les Fc gamma récepteurs, elle dépend à la fois de la sous-classe d'immunoglobulines concernée, et puis aussi de polymorphismes, donc de petites variations de séquences qu'on peut trouver sur les Fc gamma récepteurs, en particulier le Fc gamma récepteur de type 2 et le Fc gamma récepteur de type 3, pour lesquels il y a des polymorphismes qui sont décrits dans la population générale et qui ont un impact jusqu'à la clinique, c'est-à-dire que cette petite différence moléculaire qui concerne un résidu d'acide aminé va se traduire par une meilleure ou une moins bonne réponse à un anticorps thérapeutique et donc un gain ou une perte de chance pour le patient. L'affinité pour les Fc gamma récepteurs, elle est bien cartographiée en termes moléculaires. Là, vous avez un Fc d'anticorps, donc cette partie à gauche là en bas qu'on voit sur ce schéma avec le code couleur qui est respecté, avec l'affinité, enfin la zone d'interaction au FcRn qui est isolée et la seule à l'extérieur de la protéine, et puis les zones d'affinité pour les Fc gamma récepteurs et le C1q qui sont plus hauts dans l'anticorps et surtout plus tournés vers l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque ça va être la raison de l'importance de ce glycane, puisque ce glycane, par son encombrement stérique entre les deux parties du Fc, entre les deux chaînes lourdes du Fc, va maintenir un écartement suffisant pour permettre l'accessibilité au Fc gamma récepteur, ici sur cette zone de contact, et la zone de contact au C1q. Et on va voir, on verra plus tard, notamment en TD, que quand il n'y a plus de glycane ici, si on coupe le glycane par des systèmes enzymatiques, on va avoir les deux parties qui vont se collaber, se coller l'une contre l'autre, et on va perdre l'affinité à la fois pour le complément et pour les Fc gamma récepteurs, alors qu'on va conserver la capacité à lier le FcRn. C'est la fin de cette première partie.